Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine où nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Michel Serres, qui est un philosophe tout-terrain, un esprit libre, un pédagogue hors pair, curieux de tout, bien arrimé dans le siècle. Ce fils de paysan a exploré les sciences et la communication. Michel Serres a soutenu sa thèse de doctorat, c'était en 68, puis a enseigné la philosophie dans plusieurs universités françaises avant d'aller s'exporter aux États-Unis à l'université de Stanford. Élu à l'Académie française, c'était le 29 mars 1990. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages visant à la vulgarisation du savoir scientifique. À ce propos, regardez ce court reportage. Les éditions du Pommier sont spécialisées dans la vulgarisation scientifique. Et pour que la science sans conscience ne ruine pas l'âme du lecteur, on publie également des œuvres philosophiques de Michel Serres. Rameau est un livre que j'aime particulièrement parce que c'est un livre lumineux et un livre très optimiste qui, je trouve, réconcilie le monde d'aujourd'hui avec tout ce qui est nouveau et qui lui fait si peur. Rameau est un livre de réflexion, de philo, à lire en plusieurs fois, par petites gouttes, pour en méditer le fond et en savourer la forme. L'écriture de Michel est très travaillée, très raffinée. Et au fond, c'est l'écriture d'un homme du Sud-Ouest et il a l'accent. À la limite, il faut l'écouter. L'idéal, c'est l'écouter, le lire. Mais même si vous le lisez vous-même, à voix haute, tout d'un coup, c'est lumineux. Michel Serres. Il parle volontiers de ses livres, de ses idées. Pour ce qui est de raconter sa vie, c'est déjà plus compliqué. Il faut beaucoup insister. Le philosophe n'aime pas par fausse modestie, il n'en voit tout simplement pas l'intérêt. Ce n'est pas vraiment un très bon sujet, je ne suis pas enclin aux confidences en général. Mais enfin, si vous dites tenez, on peut faire quelques récits, si vous voulez, poser des questions. En général, en effet, je préfère parler de ce que je fais, ou ce que j'ai produit, ou des livres que j'ai écrits. Et j'ai toujours l'impression qu'entre la biographie et l'œuvre, le lien est beaucoup moins solide qu'on ne le croit. Que je sois né à tel ou tel endroit, que j'ai eu telle ou telle enfance, ne me paraît pas aussi décisif qu'on le pense généralement. De sa jeunesse, nous saurons seulement qu'il est né dans le Sud-Ouest, à Agen, en Gascogne. J'en ai gardé quelques traces d'accent. Je sais encore parler un peu la langue, voilà. Et j'ai été élevé surtout dans l'eau, c'est-à-dire dans la Garonne. Et la Garonne allant à la mer, je suis également allé à la mer. Voilà. J'ai été un certain temps, en effet, dans la marine. J'ai conduit des bateaux comme officier de marine. Il m'est arrivé plusieurs aventures à cette époque-là, c'est-à-dire c'est avec quelques amis sur un bateau, nous avons réouvert le canal de Suez après la guerre qui avait opposé la France et l'Angleterre d'un côté et l'Égypte de l'autre. La mer est une de mes grandes passions, a été longtemps une de mes grandes passions. Souvent je dis je n'ai eu que deux maîtresses, la Garonne et la mer. Mais je crois que la mer est intéressante pour une autre raison. Je parlerai plutôt de la haute mer, pas de la mer qu'on voit à partir de la plage ou du littoral. Et vous avez remarqué qu'on dit la haute mer, comme on dit la haute montagne. Et j'aime bien ce mot haute, alors qu'elle est complètement plate, la mer, forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux du monde où on peut habiter, on va dire l'habitat, et il y a des lieux du monde inhabitables, par exemple la haute montagne, la haute mer, le désert, la banquise. Et la mer donne l'expérience directe de la planète. La planète comme pure planète, inhabitable, inhumaine. Et l'expérience de ces lieux qui ne sont pas habitables, qui sont seulement habités de façon temporaire, donne une expérience tout à fait différente, en effet, de ceux qui restent sur la terre, dans l'habitat, et mieux encore dans les villes, et mieux encore dans l'appartement. De sorte qu'en effet, il doit y avoir des philosophes d'appartement et des philosophes de la planète. Ça les oppose assez fortement, en effet. Je serais plutôt, moi, un philosophe qui ne serait pas d'appartement. Hiroshima, août 45. Michel Serres a 15 ans.
L'explosion le marque profondément pour le reste de sa vie. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont, à ce moment-là, eu une telle crise de conscience que un certain nombre de physiciens qui étaient tout près des questions d'énergie atomique sont devenus biologistes ou même médecins pour éviter de continuer cette filière dont ils pensaient qu'elle était mortelle pour l'humanité. Par conséquent, la crise morale, la crise déontologique, la crise de conscience a été très forte à cette époque, et je vais disant souvent que la bifurcation que j'ai prise à cette époque-là vient en effet d'Hiroshima. Je suis un enfant d'Hiroshima. Je ne suis pas né à Agen, je suis né à Hiroshima. Fils d'Hiroshima, une filiation qui pourrait paraître sans espoir, mais qui pousse Michel Serres à chercher du côté de l'espérance. Il y a une grande différence entre espoir et espérance. La notion d'espoir est un peu immanente, elle fait partie de la vie humaine. J'ai un bon espoir que mes enfants et mes petits-enfants iront bien ou feront un métier qui leur plaira, ou auront une vie bonne. Ça, c'est de l'espoir. L'espérance est plutôt de notre ordre, d'ordre de la transcendance, de la religion. Transcendance, religion, des thèmes qui sont abordés dans le dernier livre de Michel Serres, le philosophe gascon. Voilà, on va quand même essayer de vous faire accoucher d'un certain nombre de pensées vous concernant directement. D'où vient cette soif inextinguible de connaissances qui vous anime en permanence? Je crois que je suis un enfant de la guerre, et pendant la guerre, il y avait des restrictions, et par conséquent, on avait toujours faim. Alors, de la faim de pain, de la faim de lait, de la faim de viande à la faim de savoir, je crois qu'il n'y a qu'un pas, tout simplement. Alors, je crois, ouais. Non, et ça, si vous voulez, c'est pour parler de ma vie. Mais plus sérieusement et plus fondamentalement, un philosophe n'est pas un philosophe s'il ne prend pas ses valeurs dans la plus large part de l'encyclopédie. Je crois qu'un philosophe doit savoir des sciences exactes, des sciences humaines, avoir un peu traîné ses guêtres en mathématiques, physique, chimie, etc., avoir un peu présentifié le savoir dans sa totalité. Dans la tradition philosophique, tout le monde a fait ça, Platon, Aristote, etc. Par conséquent, ce n'est pas tellement exceptionnel, vous voyez, c'est le devoir élémentaire. C'est la moindre des politesses de la philosophie. Alors justement, on a demandé à un autre membre de l'Académie française qui pensait de vous. Il disait « Michel Serres, c'est le prototype du sage, un témoignage vécu, réfléchi, écrit, un jugement propre, acquis grâce à sa propre expérience. » Donc c'est un peu ça. Vous avez besoin, vous, de vous baigner, de vous plonger dans des univers pour pouvoir... Je crois que non seulement il faut faire un voyage dans la totalité du savoir, mais ne pas hésiter aussi à avoir une expérience humaine pratique et concrète, quotidienne. Vous voyez, je crois que un philosophe doit avoir construit, doit avoir navigué, doit avoir marché. Vous voyez, des activités élémentaires dans lesquelles l'expérience humaine plonge. Je crois que c'est très important aussi. Alors vous dites avant tout citoyen du monde. Oui. C'est vrai que vous pensez, comme Jules Verne, qu'il faut faire plusieurs voyages dans sa vie pour justement conforter un peu cette expérience. En particulier pour un enseignant, puisque c'est mon métier. Vous avez signalé à un moment que j'enseignais depuis 30 ans aux États-Unis, ce qui est vrai, mais ce n'est pas seulement les États-Unis qui sont au programme. J'ai enseigné à peu près sur les 5 continents, en Australie, en Afrique du Sud, en Corée, au Japon, je ne sais pas, moi, en Inde, en Amérique du Sud, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, non seulement le savoir est mondialisé, mais l'enseignement aussi, globalisé. Et il est important de faire frotter son savoir et son enseignement à la diversité des cultures. Un étudiant hindou du Sud n'est pas du tout un étudiant coréen, un étudiant bolivien n'est pas du tout un étudiant canadien, etc. Par conséquent, j'ai tenu absolument à traîner mes guêtres un peu partout pour enseigner à peu près sur tous les horizons. Voilà. Alors précisément, vous abordez l'aspect mondialisation. Est-ce que les méthodes d'enseignement sont les mêmes, qu'on soit à Bombay ou à Paris? Non, il arrive parfois qu'un cours qui demanderait 3 heures à Paris ne demande que 5 minutes ailleurs, et 5 minutes à Paris demande 3 heures ailleurs. Tout simplement parce qu'il faut tenir compte de la culture, de la langue, du corps même. Si vous gesticulez comme ça, comme font les gens à la télévision en France, tout l'amphi va rire à certains endroits. Vous voyez, il faut donc faire attention à la culture locale et adapter son discours et ses manières à ses étudiants. Et puis, en plus,
il y a plus que ça. C'est que qu'on enseigne à la Sorbonne ou à Stanford, puisque vous avez parlé de Stanford, aujourd'hui on n'enseigne plus du tout à des Américains ou à des Français seulement. On enseigne désormais à un mélange. C'est-à-dire, ici, par exemple, à la Sorbonne, le mélange est beaucoup plus, disons, maghrébin, Europe de l'Est, et à Stanford, le mélange est beaucoup plus latino d'un côté et Extrême-Orient de l'autre. Vous voyez, donc, le multiculturalisme est une expérience que nous avons vraiment de façon concrète. Alors, vous avez abordé précisément le corps il y a quelques instants. C'est vrai que le philosophe s'intéresse aux grandes révolutions. Vous en notez 3. La première a concerné l'agriculture, ensuite la montée en puissance des moyens de communication. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Et puis le corps, donc le fameux corps, représente pour vous cette 3e révolution. En quoi ? Oui, j'ai d'abord écrit un volume qui s'appelait Les 5 sens, pour décrire les 7 sens, puisque nous en avons 7. Et puis j'ai écrit un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Variations sur le corps. Et par la suite, dans Omniscience, en effet, j'ai dit qu'une des grandes révolutions du XXe siècle concernait le corps à plusieurs chefs. Le premier concerne l'allongement de la durée de vie, de l'espérance de vie. Vous savez sans doute qu'au début du XIXe siècle, une dame de 30 ans était une vieille dame. Et maintenant, la moitié des enfants qui naîtront aujourd'hui seront centenaires. C'est-à-dire, l'espérance de vie est à 84 ans pour nos compagnes et croît de 6 mois par an. Tenez, par exemple, ça bouleverse la société à un point extraordinaire, puisque, statistiquement parlant, un couple qui se mariait, disons, dans les années 1820, elle se mariait, disons, à 25 ans, s'ils se juraient fidélité pour le reste de leur vie, ils juraient fidélité statistiquement pour 6 ans. Ce n'était pas un grand risque. Aujourd'hui, un couple qui se marie à 25 ans, qui se jure fidélité pour 75 ans. C'est un autre mariage. C'est une autre mort. Et la mort n'a plus le même sens. La douleur n'a plus le même sens. L'héritage n'a plus le même sens, etc. Dès lors que l'espérance de vie augmente, la société change, l'individu change, et ainsi de suite. La reproduction va changer, la lutte contre la mort va changer. On parle beaucoup d'acharnement thérapeutique ou de tout ce qui touche aujourd'hui la bonne mort, pour éviter le mot technique. Eh bien, on ne s'aperçoit pas que là, il y a une lutte nouvelle contre la mort et que la mort faisait partie autrefois des choses qui ne dépendaient pas de nous, alors qu'aujourd'hui, à la fois pour la santé, pour l'hygiène de vie, pour l'alimentation, en grande partie, la mort se met à dépendre de nous et à dépendre de nos luttes médicales et pharmaceutiques. Mais ça, c'est dangereux à ce niveau-là. C'est-à-dire que finalement, l'homme se substitue à Dieu. Chaque fois qu'un journaliste m'interroge sur les questions scientifiques, il m'interroge toujours sur les questions négatives. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est terrible, etc. Certes, c'est terrible, mais de reculer la mort, vous croyez que c'est dangereux? Si l'espérance de vie était à 25 ans et tout d'un coup elle est à 84 ans, vous trouvez ça dangereux? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça réconfortant. Je suis très content de vivre à mon âge, vous voyez, alors que normalement, au 19e, je n'aurais eu aucune chance de survivre, vous voyez. C'est pas très dangereux de faire reculer les bornes de la mort. Alors, essayez de changer de questionnement, vous voyez. Alors, il y a des choses dangereuses, certainement, mais pas de reculer la mort. Alors, je vais reformuler ma question de façon positive, cette fois-ci. Essayer de la tourner un peu autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le corps est glorifié. L'humanité, comme vous dites, se voit nue sur la plage. Le rapport l'humanité occidentale. Occidentale, si vous préférez, oui. Le rapport à soi, là aussi, a complètement évolué. Oui. Et vous tentez, vous, et ça m'a surpris, de réhabiliter le christianisme précisément sur cette question du corps, là même où il est attaqué. Est-ce que réellement, vous croyez qu'il y a une religion dans le monde qui prononce plus que le christianisme le mot corps ? Le mot incarnation, le mot corps glorieux, le mot transsubstantiation, puisque le pain se transforme en corps. Le mot corps est prononcé à chaque instant du christianisme, la naissance, la mort, la résurrection, le corps glorieux. Le mot corps, enfin, il n'y a pas de religion qui soit plus incarnée que le christianisme. Comment pouvez-vous imaginer que le christianisme est contre le corps? C'est au contraire une religion du corps, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'il vénère le corps par l'incarnation, précisément. Et certainement. Et oui, bien sûr. Et donc, on parle plus de corps que d'âme dans la Bible, d'après vous? Ça doit être équivalent. Et il doit y avoir
une différence entre les livres de la Bible, qui sont très très nombreux, entre les psaumes, etc., dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est souvent question du corps. Enfin, dans la théologie chrétienne, c'est une théologie de l'incarnation. Mais d'où vient, d'après vous, toutes ces attaques, toute cette condamnation de la morale chrétienne sous l'accusation doloriste? Oui, doloriste, c'est très intéressant. C'est que ces accusations ne tiennent pas compte de l'histoire. Et à force de faire... Mon métier, c'est l'histoire des sciences. Et je me suis très, très vite aperçu que toutes les morales étaient doloristes autrefois, qu'elles soient stoïciennes, même épicuriennes, à peu près toutes les morales, y compris la morale chrétienne. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier, je vais prendre un exemple strict, hein, Louis XIV, entouré des meilleurs médecins de son royaume, a hurlé de douleur tous les jours. Par conséquent, si Louis XIV hurlait de douleur tous les jours, alors qu'il avait les adjuvants les meilleurs de son époque, vous pensez bien que le paysan ou l'homme de la rue du XVIIe siècle avait sa part de douleur également. De sorte que les morales anciennes étaient des exercices gymnastiques pour supporter la douleur. Parce que la douleur était quotidienne, parce que la douleur était terrible, parce qu'il n'y avait pas non seulement la pharmacopée, c'est-à-dire les antalgiques ou les anesthésiques, mais il n'y avait pas non plus la médecine qui permettait de surmonter la douleur. Aujourd'hui, par exemple, un médecin peut rencontrer dans son cabinet un homme de 80 ans qui n'a jamais souffert. À la première difficulté de mal à la tête, il prendra de l'aspirine. Du coup, nous avons perdu cette expérience fondamentale de nos ancêtres et toutes les morales étaient des exercices pour supporter la douleur. Alors, elles nous paraissent doloristes aujourd'hui parce que la douleur aujourd'hui a disparu. C'est un effet d'ignorance de l'histoire. Voyez, dans l'histoire, la douleur était quotidienne et journalière. Il fallait la supporter, donc les morales aidaient à la supporter, tout simplement. Mais pas seulement la chrétienne, toutes les autres. Mais c'est vrai que dans la dimension chrétienne, le salut passe par la croix, avant bien sûr la résurrection. Donc il y a quand même une connotation, peut-être à ce niveau-là, qui peut porter préjudice à l'Église, d'après vous? Moi, je crois qu'il est très à la mode de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie. Et dans l'Évangile, on montre qu'une vie réussie, c'est une vie ratée. C'est-à-dire qu'il y a une naissance abandonnée de la société dans une grange, et il y a une mort entre deux larrons, c'est une vie ratée. Et par conséquent, les humbles, les pauvres, les misérables, voire les plus grands assassins peuvent se reconnaître dans cette vie-là. Et l'extraordinaire histoire, c'est de dire qu'une vie ratée peut être une vie divine, tout simplement. Alors justement, je sais que vous n'aimez pas trop répondre à ces questions-là, mais que représente pour vous la foi? Dans mon livre Rameau, j'ai un long chapitre sur Saint Paul et je n'avais jamais compris Saint Paul vraiment. Je l'avais lu comme les philosophes doivent lire les grands philosophes, mais je crois que je ne l'avais pas compris pour une raison très simple, c'est que nous autres philosophes universitaires, nous sommes formés très profondément à l'héritage grec. Et vous savez que quand Saint Paul est allé à Athènes et qu'il a rendu visite à l'Aréopage, la plupart des philosophes qui devaient être à peu près stoïciens ou épicuriens à l'époque ont éclaté de rire et on lui dit « Arrête ta jacasse, nous ne comprenons rien à ce que tu dis ». Et je crois que je ne l'avais pas compris à cause de ça. Et tout d'un coup, en écrivant Rameau, je cherchais si je pouvais trouver un philosophe qui aurait été le témoin ou même l'acteur principal ou secondaire d'une bascule de culture telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous vivons une période d'une nouveauté extraordinaire, de ces nouveautés qui, comme dit Saint Paul, arrivent comme un cambrioleur dans la nuit. Et tout d'un coup, j'ai compris un certain nombre de choses dans les épîtres et les actes des apôtres que je n'avais pas compris avant, en particulier la foi, l'espérance et la charité. Voilà la question que vous nous posez. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et je crois que, aidé de Saint Paul, je crois pouvoir dire que si il y a d'un côté la certitude absolue et de l'autre côté le doute absolu, la foi c'est une espèce de frémissement, de vibration
entre ces deux pôles, c'est-à-dire une sorte de contingence un peu affolée entre la certitude que Dieu existe ou la certitude qu'il n'existe pas, vous voyez, c'est-à-dire une sorte de balancement qui n'a pas d'arrêt entre ces deux certitudes-là. Et c'est ça qui constitue, je crois, à partir de saint Paul, la conscience moderne. Autrefois, il y avait le mot credo en latin ne veut pas dire foi, sauf avant les chrétiens, vous voyez. Je crois qu'il n'y a pas de foi avant le christianisme. Donc il ne doit pas y avoir de radicalité, comme saint Paul a pu le La foi n'a pas de certitude rationnelle. C'est pour ça que les Grecs ne le comprenaient pas, saint Paul. C'est-à-dire, pour eux, il y avait ou la certitude démonstrative de la raison, ou quelque chose comme l'irraison complète, vous voyez, quelque chose qui n'existait pas. Et cette espèce de vibration, de frémissement entre la certitude et la non-certitude est constitutive de la foi, je crois. Alors qu'est-ce qui vous intéresse précisément dans ces vertus théologales que vous venez d'énoncer? Eh bien parce que dans Rameau, justement, dans mon chapitre sur saint Paul, que j'ai beaucoup étudié, j'ai l'impression qu'il y a chez lui la constitution d'un jeu nouveau. Actuellement, la grande question est individualiste ou psychologique. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Et le problème de l'ego se pose beaucoup aujourd'hui. Eh bien, l'origine de cet ego, de ce sujet, de ce jeu, c'est probablement saint Paul qui l'a inventé. Pourquoi? Parce qu'il a dit à un moment, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Fin de citation. Il voulait dire par là que la personne ancienne, celle des Grecs, des Romains, etc., se définissait par l'appartenance. J'étais juif, j'étais romain, j'étais grec, j'étais athénien, etc. Et j'étais de sexe mâle ou femelle, ou j'étais, du point de vue financier ou social, un homme riche, un esclave ou un métèque, un étranger, etc. Donc je n'existais que par l'appartenance. Et saint Paul fait exister l'homme par son identité. Il invente, je crois, le jeu moderne. Et les trois vertus théologales, foi, espérance, charité, remplissent et constituent ce sujet qu'il invente, ce sujet moderne, qui est le sujet chrétien, c'est-à-dire le sujet qui naît à partir de l'an zéro. Alors vous dites, vous, sans philosophie, la science est myope. Est-ce que vous pensez que la philosophie enrichit également la religion? Quels sont les rapports? Parce qu'ils me semblent bien compliqués entre les trois composantes. C'est une question trop large pour qu'on puisse répondre la philosophie, la religion, la science. Non, il y a des sciences très compliquées. D'accord, alors je vais recentrer ma question. Oui, à quoi, aujourd'hui, pouvez-vous attribuer ce divorce qui peut exister entre science et philosophie? D'abord, le divorce a été construit, probablement de façon consciente. Quelles que soient les universités, je vous disais tout à l'heure que je me promenais un peu dans le monde entier, quelles que soient les universités, on forme deux populations très différentes, ce qu'on appelle les littéraires et les scientifiques d'autre part. Alors on prend soin que les littéraires ne sachent pas du tout de science, et on prend soin réellement que les scientifiques ne sachent surtout pas de philosophie, de lettres ou de culture. Et donc on forme dans les sociétés deux populations très séparées. D'un côté, des cultivés ignorants, et de l'autre côté, des experts scientifiques incultes, ce qui est catastrophique pour la société. Or, aujourd'hui, au moins en Occident, la science est un projet qui va très vite et qui bouleverse la société, de telle sorte que ses applications deviennent un fait social total, que tout le monde dans la rue est concerné par les téléphones portables, aussi bien par les OGM ou le clonage, tout le monde a des idées là-dessus. Mais du coup, ceux qui parlent, ceux qui causent dans le poste, les philosophes les plus connus, n'ont aucune idée des dossiers scientifiques que cela suppose. Et donc, ils sont plutôt pessimistes et ils contribuent à ce divorce. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà victimes de ce divorce. Ils ont été formés à faire de la philosophie sans science. Donc, c'est la faute à l'université, c'est la faute à la pédagogie. Et j'ai lutté toute ma vie, dans tous mes livres, pour que ce divorce n'ait plus lieu, que ce soit réconcilié, le tiers instruit
a été écrit pour cela, mais j'ai beau écrire, évidemment, ça ne change rien à la société. Donc ni vous à trouvez qu'il y a l'université. vraiment une absence aujourd'hui de sens historique. D'un autre côté, Non, je pas de rebondis sens un peu sur ce que vous dites. Il y a quand même une nécessité quand même de spécialisation aujourd'hui. Elle doit exister, celle-ci, non? Oui, il y a une nécessité de spécialisation, mais il n'y a pas une nécessité de barbarie ou d'inculture. Aujourd'hui, la plupart de nos décideurs, il n'y a qu'à voir la laideur qui envahit les villes, jamais sans doute en France surtout, je crois, les décideurs n'ont été aussi incultes et barbares, il faut bien le dire. Alors, la culture a disparu à ce point de vue, mais bon, du côté des gens cultivés, il y a aussi une inculture scientifique très très grave. La plupart des gens qui écrivent sur les OGM, sur le nucléaire, etc., n'ont aucune idée des sciences que cela suppose, ou des techniques que cela suppose. C'est dommage. C'est vrai que Zola disait la science, elle seule est bonne et toute bonne. Est-ce que vous pensez que c'est dû essentiellement, tout ce que vous venez de dénoncer, à ce mouvement scientiste qui s'est répandu à la fin du XVIIIe? Oui et non. En effet, pendant très longtemps, il y avait une confiance très importante dans la science. La science est toute bonne et seule bonne, disait-on. Mais ma génération, et moi en particulier, j'étais scientifique à l'origine. Tiens, je raconte ma vie tout d'un coup. Allez-y, profitons-en. Et j'ai été très sensible à l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est-à-dire que toute ma génération a été vraiment très touchée a entendu ces explosions, vous voyez, et qui a été pour eux la fin du scientisme, c'est-à-dire le moment où on se posait des questions sur la déontologie, c'est-à-dire sur l'éthique des sciences. L'éthique des sciences n'a pas commencé il y a 10 ou 20 ans, vous pensez bien. L'éthique des sciences commence réellement en 1947, au moment où Hiroshima et Nagasaki, la bombe A explose, que les États-Unis la font exploser sur le Japon. Cela dit, vous parlez d'Hiroshima, certes, mais il y a eu Seveso en chimie. Oui, non, c'est-à-dire qu'à partir d'Hiroshima, il y a eu la question du nucléaire ou de la physique. Ouais. Ensuite, il y a eu des questions concernant la chimie. Ensuite, il y a eu des questions concernant la médecine, la biologie, la biochimie, la génétique, etc. C'est-à-dire toutes les sciences ont été concernées par le problème moral, le problème déontologique. Et tous mes livres retentissent à ces questions déontologiques depuis très longtemps. Alors c'est vrai que de nombreuses personnes s'élèvent contre toutes ces manipulations génétiques qui existent aujourd'hui. Je vais essayer de formuler cette fois-ci ma question de façon positive, mais c'est vrai qu'elle suscite de très nombreuses inquiétudes. Vous avez tendance quand même à relativiser, hein? Non, je ne relativise pas. Je pense qu'il faut être réellement prudent, qu'aujourd'hui, nous touchons à des problèmes vraiment très décisifs, et même, je les radicalise beaucoup, puisque depuis Hominescence, depuis l'incandescent, depuis Rameau, je dis bien que nous sommes aujourd'hui à une date décisive qui change tout. Je dis même qu'à un certain moment, que c'est la fin du néolithique, vous voyez. Donc, je radicalise les questions. Mais je me bats surtout contre j'ai quand même écrit le contrat naturel. C'est-à-dire le contrat naturel, c'est quand même une philosophie presque de l'écologie, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, je me bats un peu contre l'abondance d'angoisse que secrètent les médias. C'est-à-dire les questions sont toujours négatives, mais pourquoi ? Bien parce que vous le savez beaucoup mieux que moi, cher ami. L'angoisse est devenue une valeur marchande. Et non ? oui, c'est que c'est vendeur. Une mauvaise nouvelle est vendeur, une bonne nouvelle n'est pas vendeur. Vous devriez d'ailleurs, à la chaîne Cato, renverser la vapeur et ne donner que des bonnes nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle, la bonne nouvelle, c'est grand B, grand N. Voilà, c'est la raison pour laquelle de nombreux collaborateurs ont quitté les chaînes pour venir rejoindre celle-ci et donner une belle image du monde. Voilà. Alors du coup, comme l'angoisse est vendeur, eh bien, un livre pessimiste va se vendre à 100 000 exemplaires, il va sonner l'alarme, etc. Alors je dis souvent à mes lecteurs ou à ceux qui m'écoutent, ne soyez pas complètement les esclaves des marchands d'angoisse. Cela dit, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire attention, puisque je le répète, c'est moi qui ai écrit la thanatocratie au moment du nucléaire, c'est moi qui ai écrit le contrat naturel il y a quelques années, pour bien montrer que la prudence doit être de mise dans ces questions-là. Mais de là à dire que c'est la fin du monde, écoutez, j'ai des enfants et des petits-enfants, je préfère préparer le monde nouveau, c'est tout. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas passer sous silence tous ces fléaux qui existent, de Creutzfeldt-Jakob pendant tout un temps, ou Strauss. C'est très important. Par exemple, tenez,
il y a eu à un moment la fièvre afteuse, n'est-ce pas? On a tué, je crois, quelques millions de bêtes en Grande-Bretagne pour la fièvre afteuse. Tenez, je vais vous dire un secret, je l'ai eu. Je l'ai eu à 22 ans, la fièvre afteuse. Et c'est terrible, ça dure 6 jours. On a 40 de fièvre, on a des aftes dans la bouche. Au bout de 6 jours, c'est fini. Alors ça vaut le coup vraiment de tuer 4 ou 5 millions de personnes pour quelque chose. Alors tous les journaux en ont fait leur beurre. Vous voyez, la fièvre afteuse, c'est rien du tout simplement. Mais c'est quand même la science qui passe aujourd'hui pour la responsable du risque. Alors là, sur ce point, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est la science qui fait voir le risque. C'est la science qui mesure le réchauffement de la planète. C'est la science qui mesure telle ou telle chose. C'est pas la science qui risque. C'est la compétition, c'est la rivalité, c'est l'enrichissement, c'est le désir d'écraser les autres. Ah oui, ça, évidemment. Il faut dire que c'est eux les responsables. Mais la connaissance, que je sache, n'a jamais été le fléau. Au contraire, la connaissance est ce qui permet de remédier à nos difficultés. Par exemple, il est très important d'ensemencer un champ pour la recherche scientifique pour savoir si les OGM sont dangereux. Il est obscurantiste de le détruire. Alors d'après vous, le savoir est un pouvoir? Il faut vraiment aujourd'hui développer le savoir pour redonner du pouvoir à toute une frange de population qui ne l'a pas? Je ne suis pas sûr que le savoir soit un pouvoir. Ça, c'est un cliché qui date d'il y a environ 50 ans. Je crois savoir beaucoup de choses. Écoutez, je n'ai jamais eu le pouvoir. Je l'ai toujours refusé. Je suis plutôt un homme de savoir, je ne suis pas un homme de pouvoir. À peu près tous les hommes de pouvoir que je connais sont des ignorantins sublimes, n'est-ce pas? Que le savoir contribue au pouvoir, certainement, au pouvoir technologique, au pouvoir financier parfois, mais qu'essentiellement il soit un pouvoir au sens politique ou humain qu'on donne à ce mot, je ne le crois pas vraiment. Je crois que le savoir est un contre-pouvoir à la rigueur. Peut-être, mais pas plus que ça. En tout cas, concernant le savoir, c'est vrai qu'il se multiplie aujourd'hui. On voit ça notamment par le biais d'Internet. C'est une nouvelle forme de transmission. Moi, je trouve que se multiplie beaucoup l'ignorance, la barbarie et les ténèbres. Ah bon? Ça fait, oui. Et pourtant, c'est vrai que le numérique aujourd'hui, par exemple, reprenons cette idée-là, elle peut sauver les pays pauvres, elle peut redonner, d'après vous, ou au contraire, inversement, accentuer cette fracture sociale et politique, ce clivage qui peut exister aujourd'hui? Il y a tellement de clichés dans ce que vous dites qu'il faut les distinguer. Bon, d'abord, la fracture. La fracture numérique, c'est un peu rigolo. Je vais vous dire quelle est la vraie fracture. Lorsque les langues sont devenues des langues écrites, au moment où on a inventé l'écriture, c'est-à-dire au début de l'histoire, est-ce que vous savez, cher ami, que moins de 20% des langues dans le monde sont des langues écrites? Et par conséquent, quand nos ancêtres ont décidé que l'histoire commençait avec l'écriture, ils ont fait une sorte de décision raciste qui a expulsé de l'histoire les 80% de langues non écrites. Donc la fracture là a commencé là. La fracture numérique à côté de ça, c'est rien du tout. Et d'autre part, pour essayer d'analyser ce cliché, si vous tentez, comme je l'ai fait, puisque j'ai pendant longtemps été monsieur enseignement à distance en France, puisque j'ai même remis un rapport au gouvernement sur cette question, si vous tentez de financer un nouveau campus dans un pays nouveau, que vous achetez un terrain, que vous bâtissiez les salles de classe, les amphis, que vous équipiez les bibliothèques, que vous équipiez les laboratoires, etc., que vous fassiez des dortoirs pour les étudiants, que vous recrutiez des professeurs avec leur salaire, etc., vous allez avoir tant au point de vue financier. Si vous connectez ce pays pauvre avec des ordinateurs, vous allez économiser entre 80 et 95%, vous comprenez? Alors, les nouvelles technologies sont légères au point de vue financier par rapport à l'ancien système. C'est l'ancien système qui précipite la fracture et pas le nouveau. Ouais. Il n'y a pas de fracture numérique, il y a une fracture dans l'ancien système. Ouais. Cet ancien système qui perdure, un peu comme ces étoiles qu'il y a
dont on reçoit encore la lumière et dont la science a montré qu'elles sont mortes depuis longtemps. Ce qui est le cas de beaucoup de nos institutions politiques, universitaires, etc. Ce sont des étoiles dont on reçoit encore la lumière, mais qui sont mortes depuis longtemps, vous voyez. Mais là, à ce point de vue, il n'y a pas photo, comme on dit. Le système de nouvelles technologies est infiniment moins cher, infiniment moins cher. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des universités, des campus virtuels se créer vraiment et prospérer. Il y a vraiment une nécessité à ce niveau-là ? Écoutez, vous auriez dû me poser vraiment la question il y a 15 ans ou 20 ans. J'avais fait un rapport là-dessus en disant que si on le faisait, on économiserait de l'argent et ça irait plus vite et on généraliserait l'enseignement plus facilement. Et même l'enseignement des adultes et la culture des anciens. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse vertu aujourd'hui de la toile, d'Internet, c'est de pouvoir offrir une réactivité, par exemple, qui n'existait pas autrefois. Nous parlions du corps tout à l'heure. Parlons du corps, s'il vous plaît. Regardez quelqu'un qui conduit. Hein? Il a le corps comme ça, en avant. Hein? Regardez celui qui est à côté, qui est transporté. Il a le corps en arrière. Regardez quelqu'un devant la télé. Regardez quelqu'un qui suit un cours. Regardez quelqu'un devant l'Internet. Il est en situation active. Son corps dit qu'il est en situation active. Alors que lorsqu'on lit, on est de façon... Devant la télé, en situation passive. Vous voyez ? Par conséquent, il y a là, du point de vue du corps, un nouveau geste, une nouvelle attitude. Vous voyez ? Chaque fois que vous aurez un média où le corps sera comme ça, c'est un média ringard. Quand vous regardez un média où les gens sont comme ça, c'est un média nouveau, c'est-à-dire un média actif. Vous voyez ? Moi, je suis pour que regarder le corps des gens qui écoutent ou qui travaillent. Et ça ne trompe jamais. Par conséquent, éteignez la télé, allumez votre ordinateur. Est-ce qu'on peut concilier, et ça vraiment, ça nous intéresse au premier chef, et ça je vous demande vraiment de répondre à cette question-là, est-ce qu'on peut considérer science et religion ? D'après vous, y a-t-il convergence possible entre aspiration spirituelle d'un côté et connaissance scientifique de l'autre ? Ça a agité le débat pendant tout un temps en tant que philosophe. Vous vous situez un peu en dehors de ce cadre-là. Mais je veux bien répondre à cette question. D'abord, l'opposition de la science et de la religion est relativement récente. Dans toute la période classique, l'Église condamnait au titre de fidéisme l'ensemble des doctrines qui n'étaient pas rationnelles ou rationalistes. Et par conséquent, l'opposition science-religion n'était pas de mise. C'est un vieux cliché, ça aussi, de l'opposition de la religion et de la raison. Parce que au XVIIe, ou même au Moyen-Âge, la théologie était rationaliste. Donc elle se défendait sous la bannière de la raison. Et donc la plupart des sciences étaient à cette époque-là à l'intérieur de la religion. Les grands débats qui ont eu lieu beaucoup plus tard, entre le XVIIe et le XIXe siècle, à l'Académie des sciences, étaient des débats entre des clercs. Les newtoniens étaient des abbés, les anti-newtoniens étaient également des abbés. C'était à l'intérieur de la religion que ça avait lieu. Et d'autre part, pour un historien des sciences un peu spécialiste, cette opposition qui éclate au moment de l'affaire Galilée, n'est-ce pas, entre la religion et la raison, est très très mal décrite. Il faut quand même se souvenir qu'en Grèce, où la science a été inventée, la géométrie, la physique, etc., à peu près tous les savants sont passés devant les tribunaux, comme Galilée. C'est-à-dire, sous le chef, tu ne t'occupes pas des affaires de la cité. Tu n'es pas un politique puisque tu observes le ciel. Tu n'es pas un politique puisque tu observes les maladies. Tu n'es pas un politique puisque tu observes la pluie et la neige. Donc, il était interdit d'être... Et c'était presque sciences humaines contre sciences exactes. Donc, le débat science et religion est de nouveau un cliché, vous voyez. Mais quand même, on peut se demander légitimement si aujourd'hui la science peut renforcer la religion. Vous savez sans doute qu'on a démontré en géologie depuis quelque temps que la mer Méditerranée s'est vidée à plusieurs reprises. C'est-à-dire on voit des deltas, le delta du Rhône ou du Nil descend à mesure qu'on descend de milliers de mètres dans des canyons extraordinairement vertigineux. Et un tremblement de terre a bloqué
le détroit de Gibraltar, et avec l'évaporation, la mer Méditerranée s'est complètement vidée. C'est un trou de 3 à 4 000 mètres extraordinaire. Et puis peu à peu, un autre tremblement de terre a réouvert le Gibraltar. L'eau de l'Atlantique s'est précipitée dans la Méditerranée, et la Méditerranée s'est re-remplie à nouveau. Et se remplissant à nouveau, elle a rempli la mer d'Azov, et elle s'est arrêtée à la barrière du Bosphore. Le saviez-vous? Alors, à ce moment-là, l'eau de la Méditerranée a frappé contre le Bosphore, et tout d'un coup, le Bosphore s'est cassé. C'est-à-dire, le Bosphore... Et de l'autre côté du Bosphore, il y avait un tout petit lac avec un niveau beaucoup plus bas, où des populations parfaitement paisibles s'adonnaient à l'agriculture, à l'élevage depuis des milliers d'années, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, le Bosphore s'est crevé. Et toute l'eau de la Méditerranée passant par la mer d'Azov et le détroit des Dardanelles s'est précipitée et a formé ce qu'on appelle aujourd'hui la mer Noire. Nous connaissons à peu près la date de formation de la mer Noire. Et la plupart des scientifiques sont obligés de dire que c'est probablement l'histoire du déluge qui raconte cette affaire-là. Alors vous voyez, tout d'un coup, cette affaire du déluge, qui était autrefois considérée comme un mythe, ou considérée d'une autre manière, tout d'un coup, la science retrouve cette histoire-là. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, je préfère raconter cette histoire de détail que de dire est-ce que la science peut soutenir la religion. Oui, mais c'est vrai que durant des siècles, on s'est demandé si la religion était une branche des sciences. On s'est posé quand même ces questions-là. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça tout à fait. Toutes les universités étaient religieuses, et à l'intérieur de cette religion, il y avait le trivium de la théologie, en effet, et des autres sciences, ou le quadrivium, oui, bien sûr. Mais l'opposition est une opposition probablement beaucoup plus artificielle que réelle dans l'histoire. Oui. Et puis quand même, il ne faut pas oublier cette chose élémentaire, mon cher ami, que c'est dans les pays de civilisation chrétienne qu'est née la science. C'est quand même intéressant de savoir que la science est née à la Renaissance, enfin ce qu'on appelle la science moderne, pas la science géométrique. Et un penseur récent, Kojève, qui n'a pas du tout... On ne peut pas le soupçonner d'être chrétien puisqu'il était juif et pieux, raconte et dit dans un article très célèbre qui m'intéresse beaucoup que la science moderne n'a pu se former que dans des pays qui croyaient à l'incarnation. Pourquoi? Parce que l'incarnation donnait aux gens l'idée que l'éternité pouvait se brancher sur le temporel, et que la science moderne, en particulier la physique mathématique, c'était effectivement l'éternité des mathématiques branchée avec l'expérience de laboratoire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu collusion donc, entre science et religion, et je reviens quand même à ça. La science, on a l'impression, n'élimine pas la croyance, mais a tendance à en créer de nouvelles. On voit aujourd'hui de vagues religiosités se développer. Est-ce que vous pensez que... Oui, il y a eu récemment un sondage qui a eu lieu il y a 3 ans ou 4 ans, et qui concernait un peu toutes les fariboles, type sciences divinatoires, des choses comme ça. Et on s'est aperçu que la science protégeait moins contre la croyance à ces choses-là que la religion elle-même, en effet. Mais c'est vrai qu'à partir du 7e siècle, l'islam, alors on peut en dire un mot, justement, elle a vraiment encouragé ce débat qui pouvait exister entre science et religion. Là, on se base sur des faits historiques très, très précis. Oui, je n'ai jamais parlé dans mes livres de ça, je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'à un certain moment, c'est d'ailleurs un mystère de ma spécialité, que l'islam, à partir du 7e siècle, a été très, très brillant du point de vue scientifique. Elle n'a pas été seulement un vecteur de la science grecque, mais qu'à un certain moment, elle s'est retirée de la science. On ne sait pas pourquoi, on sait mal pourquoi les pays de religion islamique ont cessé d'être des scientifiques. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que a émergé ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle le grand récit. Vous savez sans doute que la plupart des philosophes qui ne savent pas de science disent que la postmodernité, c'est la perte des grands récits. Ils n'ont pas de chance. C'est justement maintenant que nous avons à notre disposition le plus grand récit imaginable, c'est-à-dire l'idée que l'univers a commencé avec le Big Bang il y a 15 milliards d'années, qu'il y a eu ensuite un refroidissement progressif de l'univers qui a donné à certains moments les planètes, que nous savons dater aujourd'hui
notre planète Terre de 4 milliards d'années. Nous savons dater l'apparition de la vie à 3 milliards 800 millions d'années. Nous savons dater la plupart de l'origine des espèces et parfois leur extinction. Et nous savons dater enfin l'apparition de Homo sapiens, mais avant lui Homo habilis, Homo erectus, etc., entre 7 et 5 millions d'années. Il faut demander à Yves Coppens. Bon, et puis peu à peu. Donc on peut raconter un récit complet, vous voyez, qui comprend l'univers, la planète, l'apparition de la vie et l'hominisation. Donc ce grand récit est à notre disposition. Et aujourd'hui, on peut penser que ce grand récit formera l'horizon temporel de nos enfants et de nos petits-enfants. Notre horizon temporel était beaucoup plus limité et ne comprenait pas cette espèce de développement chronique extraordinaire. Donc il faut mettre en place ce grand récit, et je le mets en place longuement dans mes livres, pour dire que cela forme la grande histoire, le grand récit, si vous voulez, de notre habitat et de notre aventure. Vous voyez, et en effet, la science l'a mis en place il y a quelques décennies seulement. Alors voilà l'histoire de la création. Oui, voilà l'histoire de la création. Parce que c'est vrai que vous êtes très souvent très critique à l'encontre des philosophes aujourd'hui de votre temps, vos contemporains. Vous dites qu'ils ont cette méconnaissance scientifique. Je n'ai jamais fait de polémique et donc vous ne trouverez aucune ligne critique de ce genre dans mes livres. Non, je ne fais pas de polémique, etc. Mais je dis simplement, de point de vue théorique, mais nous l'avons déjà dit dans notre conversation, que pour être philosophe, il faut au moins connaître ce grand récit. Voilà, c'est-à-dire avoir quelques connaissances scientifiques. La tradition philosophique l'a toujours demandé, vous voyez. Alors on peut terminer cette émission en évoquant deux personnes que vous aimez bien et auxquelles vous faites souvent allusion, référence. C'est Théodore Monod, je crois, avec qui vous avez travaillé pendant tout un temps. Je n'ai jamais connu Théodore Monod. Jamais. Bon, j'ai bien connu Jacques Monod, mais pas Jacques Monod, pardon. Jacques Monod qui m'a en effet demandé de lire en manuscrit Le hasard et la nécessité quand il a écrit, oui. C'est vrai. Et Jules Verne. Alors c'est vrai que Jules Verne, c'est vrai que pour vous, il a toute une logique qu'il développe à travers ses livres, de laquelle vous inspirez, non? Oui. Non, je ne me suis jamais beaucoup inspiré de Jules Verne, mais j'ai simplement écrit 2 livres sur lui, parce qu'en effet, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le récit. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du grand récit. Oui. C'est au fond ce à quoi les sciences s'adossent aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien chez Jules Verne, c'est que pour donner confiance dans la science ou pour propager les résultats et les méthodes scientifiques, il avait raconté des histoires. Voilà. Et aujourd'hui, il nous manque Jules Verne parce que la désaffection dont vous parliez tout à l'heure à juste titre concernant les sciences tient à ce qu'il n'y a probablement pas quelqu'un qui est à ce poste-là, c'est-à-dire qui raconte des histoires pour les enfants, pour les adolescents, même pour les adultes, concernant la connaissance. Aujourd'hui, il y a une sorte de crise sur les sciences. Vous savez que dans les universités, cette chose est assez grave. C'est-à-dire, à force de poser des questions négatives sur la science, les jeunes gens n'y vont plus. Et nous n'avons plus de recrutement dans les universités scientifiques, aussi bien en Amérique que dans les pays occidentaux aujourd'hui. Cette crise est aussi grave que la crise qui a touché les lettres dans les années 68-70. Vous voyez. Et probablement, s'il y avait un Jules Verne, il y aurait probablement cette espèce de mise à disposition par des récits. Alors vous qui aimez raconter de belles histoires, j'aimerais qu'on termine cette émission, il nous reste 3-4 minutes avec vous, sur une très belle histoire que vous avez racontée il y a peu de temps sur France Culture, notamment concernant le désert. Je sais que vous êtes très sensible à ces expériences dans le désert. Oh non, c'est une aventure qui m'est arrivée avec des amis quand je traversais à pied certaines parties du Sahara. Nous étions en effet un soir à la fin de la journée, c'était le mois de décembre, et nous avons vu entre deux dunes arriver dans nos jambes un petit enfant qui est tombé par terre. Et nous l'avons ramassé et nous sommes aperçus en effet qu'il mourait de soif et de faim, qu'il était égaré dans le désert depuis longtemps. Je l'ai pris sur mes genoux. Et quand j'ai enlevé mon chapeau, il a vu que j'avais des cheveux blancs, donc il a pris un peu confiance. Et il y a encore une photo de moi tenant ce gosse qui devait avoir 6 ou 7 ans. Et peu à peu, on lui a décroché les dents, on lui a donné à boire, manger, etc. Et quand la nuit s'est faite, quand la nuit est tombée, l'un d'entre nous, pas moi, donc je n'ai pas à me vanter de cette invention, a eu l'idée de nous envoyer
sommet des dunes environnantes et de faire des signaux avec des lampes électriques vers le ciel. Et en effet, à 3 heures du matin, ou entre minuit et 2 heures du matin, une caravane est arrivée. C'est la caravane qui avait perdu cet enfant. Elle avait vu des signaux dans le désert. Elle avait pensé que c'était là que se trouvait l'enfant. Ils sont arrivés avec leurs chameaux et ils pleuraient parce qu'on avait sauvé leur fils. Et c'était la nuit de Noël. Bah, écoutez, merci infiniment d'avoir passé cette heure quasiment en notre compagnie. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir posé des questions d'ordre un peu général, mais on avait besoin d'avoir votre éclairage là-dessus. Vous repartez là aux États-Unis. Comment se passe votre emploi du temps aujourd'hui? Je vais aux États-Unis en général à l'automne et au printemps. L'agence est là. C'est ça. Et le reste du temps, donc vous continuez vraiment à écrire. Oh, mais j'écris aussi aux États-Unis. Avec ces 3 livres que je vous recommande, L'Incandescent, Ominescence et Rameau, qui est le dernier, et sur lequel donc, on s'est appuyé en grande partie pour préparer cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.